Bonjour tout le monde. Donc bon, certains me connaissent. Moi, c'est René Fornet. Je suis arrivé aux affaires familiales avec mon histoire de divorce. Bon, je vous passerai les histoires de corruption et le reste. Et donc, j'ai un pied aujourd'hui dans 3 associations. Il y a Père Enfant Mère depuis 2000. Et puis, je suis toujours dans Même Justice pour tous. Et je suis aussi à l'UDAF, au conseil d'administration de l'UDAF du département 38. Voilà, bon. Après, je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il y en a, je sais que l'UDAF, dans certains départements, participe à des placements, bon. Et l'UDAF, c'est Union des associations familiales. Donc c'est un organisme qui a été créé après-guerre, parce qu'après-guerre, il y a les familles, le baby-boom, les orphelins, enfin bref. Donc il y a la gestion de la famille qui s'est posée et donc l'État a mis en place ce genre de structure, enfin a aidé ce genre de structure à regrouper toutes les associations familiales pour qu'elles agissent ensemble et les aider même. C'est pour ça que hier, quand il y avait Marion Sigaud qui parlait des aides qu'il y avait, quand vous voyez au fil du temps les aides à la famille qui ont été diminuées, vous voyez qu'après-guerre, il y avait des aides conséquentes pour le développement des familles et qu'aujourd'hui, ces aides elles diminuent d'année en année, quoi. Voilà. Donc c'était un peu la politique d'après-guerre. Et donc l'UDAF existe toujours aujourd'hui. Existe toujours à rassembler, par exemple, dans l'Isère, il rassemble, je crois, 170 associations familiales. Mais associations familiales, c'est pas que la famille sur le plan des enfants, c'est la famille sur les handicapés, c'est la famille sur les personnes âgées, c'est tout ce qui touche la famille, quoi. Voilà. Et il faut savoir que l'UDAF est aussi, parce qu'il y a un organisme au niveau national qui est le CESE, Conseil économique, social et environnemental, qui sert aux députés de source d'information. Et à ce CESE, il y a 18 représentants, dont un de la famille, qui est l'UDAF. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire remonter par les institutions, il faut rentrer dedans pour pouvoir avoir des facilités pour faire remonter. Si vous restez chacun isolé dans son coin, alors bien sûr que c'est pas facile, parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'il y a des freins, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas entendre, c'est sûr. Voilà. Donc voilà pourquoi je suis aussi au conseil d'administration de l'UDAF. Mais je suis au conseil d'administration de l'UDAF aussi parce que l'association Père Enfant Mère de Grenoble a 32 ans d'existence. Et qu'avant moi, ils étaient aussi à l'UDAF. Donc moi, quand j'ai repris la présidence, je ne me suis pas mis tout de suite, mais parce que, le temps de récupérer pas mal de choses, je me suis après aussi remis à l'UDAF. Une fois que ça permet d'avoir, par rapport à nous, une association de bénévoles, où on n'est que des bénévoles, où on a peu de moyens, ça permet d'accéder aux institutions. Et en même temps, ça permet de donner de l'information que eux n'ont pas. Parce que eux, s'il n'y a pas les associations qui font pression ou informent, on peut dire les choses comme on veut, hein, mais bon, si on ne donne pas l'information, si on ne la transmet pas, elle ne remonte pas jusqu'au sommet de l'État. Voilà. Donc c'est aussi des organismes qui ont des financements que nous, on n'a pas. Donc en même temps, on peut profiter, on va dire des choses comme ça, de leur financement pour des formations, pour ce genre de choses. Voilà. Et donc, par exemple, je le dis ici, vous êtes tous là, vous voyez dans les CCAS, les CCAS, toutes les villes ont des CCAS qui ont un budget de la commune qui est pour les vieux, pour les crèches, dans les CCAS, il doit y avoir des représentants familiaux. Ouais. Et dans l'Isère, il y a à peu près un tiers des CCAS qui sont pourvus en représentants familiaux. C'est-à-dire qu'en gros, le maire, il met un budget pour la commune, il en fait ce qu'il veut. S'il n'y a personne qui est parmi ces réunions municipales, où ils discutent du budget, où le budget est réparti, vous voyez. Donc tout ça, il faut oser. Alors bien sûr, c'est du bénévolat, mais ça prend du temps. Mais c'est la partie citoyenne où il faut se mettre dans les institutions. Si vous restez en dehors des institutions, vous n'avez aucun poids. Alors bien sûr, on a un petit poids de communication, mais c'est mieux d'avoir un pied dedans. C'est plus facile de l'intérieur d'arriver à communiquer. Voilà pourquoi je suis à l'UDAF. Mais donc sinon, moi, je suis d'abord arrivé aux affaires familiales
par l'association Père Enfant Mère. C'est là que j'ai vu toutes ces histoires qu'il y a de placement, de conflits familiaux et de dérives des institutions. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais surtout rester dans le sujet placement d'enfants, l'ASE et les conséquences sur les familles. Bon. Vous savez tous, ou pas, aujourd'hui, un enfant placé, le chiffre de la Cour des comptes, par enfant placé, le coût, c'est 9 000 € par mois et par enfant. Ouais. C'est énorme. Quand vous voyez le salaire de la plupart des gens qui sont là, je ne sais pas s'il y en a qui touchent 9 000 € par mois, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Bon. Mais vous voyez, le coût d'un enfant placé, c'est énorme. Vous vous rendez compte avec ça ce qu'on pourrait faire? Et en plus, il n'y a pas que ça. Ça, c'est le coût sur vos impôts d'un enfant placé. Mais il y a aussi toutes les difficultés que ça engendre autour. C'est-à-dire que les familles qui se retrouvent dans ce genre de difficultés vont payer des avocats, vont perdre leur boulot parce qu'elles sont dans la galère avec les affaires familiales. Vous voyez le coût pour la société. Parce que pendant que vous passez votre temps à bosser à vos procédures et communiquer avec les avocats, le stress, la déprime, vous perdez votre emploi ou vous êtes plus efficace. Donc pour la société, vous devenez quelqu'un qui coûte. C'est-à-dire que normalement, vous êtes un humain, vous allez apporter pour vos conjoints, pour n'importe quoi, que vous soyez musicien ou autre. Si vous êtes pris dans vos affaires familiales, la société, elle décline. Donc au niveau du pays, tout ça, ça a un coût énorme. Il n'y a pas que le coût de l'enfant placé. Quand on ajoute tout, vous voyez, c'est un désastre pour le pays. Et ce désastre, on se dit pourquoi ça se passe? Parce qu'il y a des tas d'intérêts. Alors on va essayer de voir un peu, repasser en revue comment, parce que chacun a un petit bout de son affaire. Moi, ça fait 20 ans que je participe à l'association Père Enfant Mère, même 23 maintenant même. Bon. Donc, on fait des permanences à Grenoble. Tous les jeudis, on reçoit des personnes. Alors avant le Covid, c'était un peu plus qu'après le Covid, parce qu'il y en a qui ont pris l'habitude d'utiliser l'Internet. Mais bon, alors on communique sur Internet, parce qu'il y en a parmi nous qui font plus de l'Internet. Moi, je fais plus de la présence sur place, parce que j'aime bien voir les jugements. Parce que les parents, quand ils ont un jugement, ils l'interprètent à la manière. Vous voyez, ils disent « Ah ben le juge, il a écrit là ». Mais j'ai dit « C'est pas ça qui compte. C'est à la fin du jugement, vous voyez, il est marqué par ses motifs. » Donc en fait, le juge, il regarde juste, la plupart du temps, les conclusions. Quand l'avocat, c'est pareil, il rédige ses conclusions, il y a du baratin, et en bas, il y a ce qu'il demande. Donc le juge, en général, il est tenu à répondre à ce qu'il demande. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. Donc vous voyez le contenu, mais le juge, lui, même quand il y a un expert qui rentre sur les affaires familiales, il va faire un baratin de 10 pages, et puis à la fin, il va mettre une conclusion. Donc le juge, il ne va pas lire tout le baratin de 10 pages. Il y avait à un moment donné des grèves de magistrats à Montpellier, et les magistrats disaient « On a un quart d'heure pour s'occuper d'une affaire familiale ». Un juge qui dit ça à la télévision, quand on dit pas les médias complotistes ou les médias alternatifs, ils étaient en grève à un moment donné, c'est sur Montpellier, filmé, ils disaient on est débordés, bon c'est toujours leur truc, ils sont débordés, mais comme je dis, ils sont débordés, mais ils gardent des affaires qu'ils ne devraient pas garder. Bon, on va en parler. Bon. Alors, les placements, déjà, il faut se poser la question comment ça arrive, parce que chacun a un cas particulier et ne comprend pas comment c'est arrivé. Mais il faut comprendre l'ensemble, parce que c'est même entre vous, vous avez du mal à comprendre. Certains, c'est la pédophilie, d'autres, c'est les conflits familiaux, d'autres, c'est conflits familiaux, ça peut être violence, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, comment ça arrive? Il y a l'aspect des séparations. Alors moi, au départ, c'était ça, nous, dans l'association, mais il n'y a pas que ça. Donc, l'aspect dans les séparations, qu'est-ce qui se passe? Il y a les accusations, il y a les abandons. Alors, les abandons, bon, on va le mettre de côté, on va dire que c'est le cas où peut-être que l'ASE a son utilité. Peut-être, mais même pas, parce que je dis en général, il y a l'entourage familial et on devrait donner la priorité à l'entourage familial. Le pire, c'est les accusations. Et bon, nous, on le voit, les trois principales accusations, c'est violence, c'est pédophilie et intégrisme. Voilà. Donc aujourd'hui, pourquoi il y a ces accusations? Parce que il y a les avocats, quand il y a un conflit, qui est souvent, il y a des règlements de compte, on va dire des choses comme ça, bon, parce qu'il y a dans les accusations, il y a le vrai et il y a le faux. Vous voyez? Donc, les institutions, eux, vont pour voir la différence entre les deux,
je veux dire, le système, il est tellement noyé aujourd'hui, parce qu'il ne cherche pas à se débarrasser, comme je dirais, bon, on peut en parler après, on verra, hein, c'est pour les... Mais il faut penser que l'aspect accusation est important. C'est quand un avocat il veut faire gagner son client, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah là, il faudrait rajouter ça, ou peut-être dire ça, et puis s'il voit que son client, il marche, eh ben on lance les accusations. C'est comme ça que les affaires que ce soit d'attouchement ou autre, de pédophilie ou de violence, c'est à la base, ça noie les institutions parce qu'il y a des tas d'accusations qui sont par intérêt. L'avocat, plus il va vous faire de procédures, plus il va gagner. Et puis il ne va pas vous dire les bonnes procédures pour que ça se termine vite. Il va vous dire les procédures pour que les recours soient multipliés à l'infini. Et tout est comme ça. Il faut penser que dans notre État, il y a principalement, on va dire, deux lobbies, le lobby médical et le lobby des avocats, du droit, si vous préférez. Et donc ces deux lobbies, c'est eux qui font les lois, c'est eux qui quasiment font les lois pour leur intérêt. Alors, je vais vous prendre un exemple typique du lobby des avocats. Il y avait, en janvier 2017, il y a une loi qui est sortie sur le divorce par consentement mutuel. Bon. Donc dans les familles, on se dit, oui, divorce par consentement mutuel, ça ne sert à rien de passer devant le juge. Vous voyez, il faut décharger la justice. C'est-à-dire que divorce par consentement mutuel, je pense que tout le monde a compris, c'est quand les deux sont d'accord et qu'il n'y a pas de conflit et qu'on dit, bon, on se sépare et voilà. Bon. Divorce par consentement mutuel, ça passe devant un juge. Alors, les avocats ont tiré la sonnette d'alarme. On dit, ah mais non, mais attendez, les clients, les deux doivent être défendus. Sinon, il y en a un qui va rouler l'autre. Bon, et puis après, les notaires qui disaient, bon, dans les partages, dans les divorces, il y a les partages. Donc les notaires qui ne voulaient pas lâcher leur truc, ils disaient, ah non, mais si c'est les avocats qui s'occupent de tout, nous, bon. Donc ils ont tiré la couverture des deux côtés. Et au final, vous voyez, avant les familles, divorce par consentement mutuel, elles passaient avec un avocat devant la justice. Un avocat pour deux. Hein. Ben, janvier 2017, les avocats sont débrouillés. Maintenant, il faut deux avocats. Alors bien sûr, c'est en principe, avec deux avocats, vous vous arrangez, vous ne passez plus devant le juge. Mais dans la réalité, quand vous avez deux avocats, il va dire à l'un, ou les deux vont monter, les deux personnes l'une contre l'autre, dire « Oui, mais vous, madame, vous voyez, vous êtes arrêté de travailler 3 ans, donc vous avez droit à une pension alimentaire, pension compensatoire, enfin bon. » Donc la personne, après, ils sont plus d'accord. Il va dire « Madame, oui, mais vous avez dans le conflit, vous pouvez par exemple prétendre à garder les enfants. » Vous voyez, donc on entretient le conflit entre deux personnes. De résultat, les gens qui étaient divorcés par consentement mutuel, avec deux avocats, c'est plus divorce par consentement mutuel, ils retournent devant le juge. Vous voyez? Et puis en plus, pour le coût des familles, avant, elles avaient le coût d'un avocat, maintenant, elles ont le coût de 2 avocats, janvier 2017. Voilà. Donc quand j'étais à un moment donné parce qu'avec l'AS, on était allé voir la représentante là, qui était Marie-André Blanc, bon, c'est plus elle qui est, bon, parce qu'il y a des soucis, bon, bref. Et donc je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé à dire? Ah ben on s'est fait avoir, ils ont sorti ça à la rentrée de janvier, voilà, donc à l'Assemblée nationale, ils ont fait passer la loi. Voilà. Donc dans les médias, c'est passé... alors certains ont dit que oui, ça allait coûter pour les familles, et puis d'autres ont dit, oui, c'est bien, les familles ont 2 avocats pour se défendre. Et c'est pour vous dire qu'il y a des tas d'intérêts de partout. Et ça, il faut que vous en ayez conscience. Chacun voit son petit créneau, mais derrière, on est tous manipulés. Et quand on sait qu'on est bien manipulé parce qu'on est informé, on se méfie un peu plus. Voilà. Nous, dans l'association, ce qu'on essaie de faire, c'est faire prendre conscience aux gens qu'ils ont intérêt à arranger à l'amiable au maximum. Parce que quand ils commencent à mettre un pied dans la justice, comme vous voyez vous avec les enfants placés, vous commencez à mettre un pied pour... bon, on va y venir, hein, mais bon, dans le détail. Donc, vous voyez, les accusations, il faut penser que derrière, il y a des gros risques, parce que tout le monde pense que les institutions vont vous aider. En fait, les institutions, la plupart du temps, il y a trop d'intérêts. Et ces intérêts prennent le dessus. Vous voyez, il y a l'intérêt de l'avocat. Évidemment, l'avocat, il va faire miroiter aux personnes que vous avez un intérêt aussi à vous battre. Voilà, ça peut aller très très loin.
Donc après, donc ça, c'est les histoires de séparation, d'accusation, qui finissent souvent très mal parce que ça arrive à la justice. Bon. Et après, il y a ceux qui sont intelligents, qui arrivent à s'entendre dans l'amiable, et là, on en parlera un peu après, mais bon. Donc je vais venir maintenant au signalement par rapport aux institutions. Bon, ça, c'est en dehors de tout conflit familial. Ça peut être dans le cadre de conflit familial, mais c'est souvent en dehors. Et par exemple, vous avez les signalements par l'école. Bon. L'école, c'est vous mettez vos gosses dans une institution. Je ne sais pas si tout le monde entend, c'est pas un problème. Bon. Donc, si vous mettez vos enfants dans une institution qui est l'école publique, il y a des personnes qui sont là, qui ont des règles, qu'on leur dit si vous voyez des enfants en difficulté, vous devez prévenir tel organisme, tel truc. Donc la plupart des gens, ils n'en ont pas trop conscience de ça. Vous avez un gosse qui arrive sale à l'école, vous voyez, c'est pour vous, ça peut être des moments de difficulté dans une famille, de négligence, mais il suffit que ça peut démarrer sur un petit détail comme ça. Et après, ça prend une ampleur que la marche arrière est souvent très difficile. Bon. Il y a aussi, par exemple, les gens qui font l'école à la maison. Vous voyez, donc l'école à la maison, il faut savoir que l'école de la République, elle n'admet pas bien qu'on formate des enfants avec un autre format. Voilà. Et il faut savoir que l'école de la République, elle a pris, on va dire, la place de l'école qui était dirigée par les religions avant. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'école de la République, on peut le voir. Moi, je dis il y a une école qui doit être, on va dire, un peu pour que tout le monde ait une culture générale, c'est logique. Mais l'école de la République, elle peut dériver sur un aspect, je dirais, fabriquer des individus pour qu'ils soient rentables dans la société. Je caricature, d'accord, mais il y a un peu ça. C'est-à-dire qu'on va lever, par exemple au bac, il y avait 2 heures de... ça va me revenir. Sur la philosophie, la philosophie, c'est, je dirais, un éveil un peu des consciences des personnes. Mais dans la société, c'est pas forcément très très bon. Donc à un moment donné, ils ont dit, la philosophie au bac, on va ramener à 1 heure. Vous voyez, il faut se poser la question, il y en a qui diront, oui, la philosophie, ça sert à rien. Mais la philosophie, c'est des débats entre des personnalités du passé qui ont mis en avant certaines choses et qui permettent à l'individu de réfléchir sur le fonctionnement des sociétés, sur ce qui peut être comme alternative. Donc ça amène les gens, suivant leur sensibilité, à se poser des questions. Et l'école à la maison, c'est pareil, c'est une autre forme d'instruction qui peut être différente du cadre national, qui est le cadre national, on veut former des individus pour que derrière, dans la société, ils soient rentables. Parce qu'un pays, il a envie d'être prospère, et c'est sûr que quand un pays a envie d'être prospère, le musicien, c'est pas très rentable, donc ça, c'est de côté, les artistes, si vous n'êtes pas pistonné quelque part, vous n'avez aucun espoir de prospérer dans la société. Vous voyez ? Donc alors que dans la société, quelqu'un qui est artiste, il va faire la joie dans la population, il va... Vous voyez, et puis on a des tas d'exemples du passé, des Mozart, des trucs qui étaient des gens, la plupart du temps, c'était des gens qui étaient incapables dans des tas d'autres domaines. Ils avaient eu un don, on va dire, dans certains domaines, et aujourd'hui, ils auraient été les derniers de la classe. Vous voyez, donc l'école, le problème de l'école, c'est un ensemble de choses qui doit être remis en question en permanence. C'est pareil, mettre des pieds dans les institutions, c'est aussi ce genre de choses qu'il faut réfléchir. Bref, Donc tout ça, c'était pour vous expliquer pourquoi les gosses se retrouvaient placés. Donc après, il y a les histoires aussi d'absence. Le prétexte, c'est absence trop nombreuse. Ça arrive qu'il y ait des parents où ils sont en difficulté, où il y a des gosses malades, et souvent c'est un peu négligé de dire on communique avec l'école, parce que le gosse, il y a des certificats médicaux, donc justifié. Vous voyez. Et là-dedans, c'est qu'il faut savoir qu'en France, l'école est obligatoire, donc à partir du moment où on commence à avoir des absences,
Ah ben on dit là, c'est pas normal. Donc signalement. Et puis signalement, vous retrouvez les gosses placés. Ouais, ça passe assez vite fait. Hein. C'est bon. C'est pas l'école qui est obligatoire. C'est l'instruction. Oui, t'as raison. T'as raison. Mais la dérive, ça a été, voilà, l'instruction, elle peut être faite que par l'école de la République. Ça a été tourné comme ça. Voilà. Bon. C'est vrai, c'est bien de le dire. Bon, la propreté, j'en ai parlé. Et puis, il y a les parents qui ont des problèmes avec des gosses ou des handicaps, ou on va dire peut-être surdoués aussi, parce qu'il y en a qui sont mal à l'aise à l'école. Hein. Donc, il y a les deux extrêmes. Et donc, ces enfants-là, dans les écoles, ils se retrouvent parfois marginalisés. Et l'harcèlement. Voilà. Et donc, les parents, ils ont tendance à dire, on va trouver d'autres solutions. Et là, les institutions n'aiment pas. On place. Vous voyez, parce que les parents, soit n'ont pas pris des précautions, parce qu'il y a quand même des associations qui s'organisent pour ce genre de choses. Donc il faut quand même prendre un minimum de précautions pour être sûr de ne pas se faire dire qu'on a voulu déscolariser l'enfant, par exemple. Mais il y a des signalements à faire avant, quand il y a du harcèlement, ce genre de choses. Le gosse, il n'a plus envie de retourner à l'école, c'est parce qu'il est dans un milieu. Donc tout ça, ça entraîne des tas de conséquences. Il y a une personne que j'ai connue qui s'est retrouvée, pour vous dire, avec signalement, enquête sociale, tout le bazar. Prosélytisme religieux. 2 enfants, 2 gamines de 6 et 7 ans. Un gars Haute-Savoie. Hein. Voilà. Pourquoi c'est arrivé ? Parce que le gars, il avait une centrale d'achat pour les cathos. Voilà, et évidemment, les 2 gamines à l'école, elles parlaient que de cathos, quoi. Prosélytisme religieux, 2 gamines de 6 et 7 ans. Il s'est retrouvé avec une enquête sociale. Alors bon, c'est pas aller très loin parce que le gars, il connaissait d'autres personnes et que ça a fini par faire le tour. On l'a prévenu mais c'est des gens en couple, hein. Vous voyez, c'est pas des conflits familiaux. Vous voyez, de quoi ça peut partir, quoi. Mais le bazar, ça va vite, quoi. Voilà. Tout ça parce que, il faut savoir que l'école de la République, hein, pendant très longtemps, a été en conflit avec l'école catholique. Parce que l'héritage de la Révolution française, c'est petit à petit, on a mis les écoles catholiques de côté. Et donc pendant longtemps, il y a eu, il y avait Pépone, et certains des plus vieux ont peut-être vu, là, Don Camillo et Pépone. Vous voyez, la guerre entre... Qui c'est qui a connu ça? Allez. Bon, mais voilà, bon. Vous voyez, donc c'était une image pour montrer la guerre qu'il y avait entre l'institution, la République, et le catholique qui contrôlait toute la société à un moment donné, qui petit à petit a perdu son contrôle sur la société. C'est-à-dire avant, c'était l'Église qui dirigeait l'école, qui orientait. Donc après, ça a été pris le relais, mais suivant les régions françaises, par exemple la Bretagne, est resté beaucoup plus longtemps avec ce conflit-là entre les 2 types d'écoles. Voilà. Et donc, le reste de la France, c'est passé beaucoup plus rapide. Mais vous voyez, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'école de la République, les gens, ils n'admettent pas qu'il y a encore des personnes qui arrivent avec leur religion. Parce que eux, c'est sans religion, quoi. Là, c'est l'école de la République, c'est la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État, et donc l'école, c'est l'État, c'est plus la religion. Donc ça existe encore. Après, chacun voit les résultats des 2 côtés. C'est pas forcément meilleur d'un côté que de l'autre. Hein, bon. Donc ça, c'est pour faire un peu le parallèle avec tout ce qu'il peut y avoir. Donc on a vu l'école. Après, il y a le milieu médical. Bon. Il y a beaucoup de signalements qui viennent du milieu médical. Alors, le milieu médical, par exemple, vous contestez la vaccination. Ça, c'est le genre de truc qu'ils n'aiment pas du tout. Donc, dans le milieu médical, vous contestez la vaccination, vous êtes quelqu'un qui devient dangereux pour la société, et là, les parents, il faut qu'ils se méfient parce que les placements, ça devient la représaille. Voilà. Si vous n'arrivez pas à souder avec ce genre de trucs, ou si vous n'avez pas un médecin qui fait bien attention, que vous ayez vos parties en règle, etc., et il voit que vous êtes un peu isolé, vous vous retrouvez, on vous place le gosse parce que vous refusez les soins médicaux à votre gosse. Vous le mettez en danger.
parce que vous ne lui donnez pas les traitements médicaux qu'il doit avoir. Vous voyez. Donc les placements, l'hôpital. L'accouchement à domicile. Voilà, je connais un exemple de personne qui s'est retrouvée avec des gros soucis avec ça. Voilà. Puis les soucis continuent, quoi. La gamine, elle a 3 ans, quoi. Bon, bref. Bon. Et bon. J'allais justement, c'était le truc suivant, là. Bon, il y a aussi l'accouchement sans famille. C'est-à-dire que, bon, je vais prendre un exemple d'une personne que ça s'est finalement bien passé, parce que bon, il y a Youssef qui est là et qui connaît aussi. Bon. Il y a une personne que je connaissais en tant que gilet jaune, et avait sa sœur qui a accouché à Paris, et elle avait un cancer. Il savait qu'elle allait décéder dans peu de temps. Hein. Bon, alors on se dit si c'est suite à la vaccination ou pas, je ne suis pas là pour. Hein. Bon, bref. Mais, donc elle est décédée en gros 15 jours après la naissance. Bon. Mais donc il y avait tous les services sociaux qui étaient dessus. Donc comme j'y avais dit à sa sœur qui était à Grenoble, j'ai dit là, si vous vous en occupez pas, le gosse il va passer tout de suite à l'AS et après pour le récupérer, il faut absolument faire pression, être présent en permanence là-bas à l'hôpital pour récupérer le gosse dans la famille à tout prix. Donc ça s'est terminé par une adoption. Mais s'il n'y avait eu personne, vous pouvez être sûr qu'une personne comme ça, ils savent que la mère va mourir et derrière, le gosse, c'est la proie idéale pour l'adoption. Vous voyez, en France, il faut savoir qu'il y a quand même une famille sur 7 qui est stérile. Et parmi une famille sur 7, il n'y a pas que des pauvres. Il y a des gens qui ont beaucoup de sous. Comprenez? Donc un bâtiche de côté, un bâtiche de l'autre, s'ils veulent récupérer un gosse, voilà. C'est bon. Donc tout ça, il faut en avoir conscience. Quand vous avez des gens autour de vous, les laisser tout seuls parce que monsieur, par exemple, travaille, il part à l'étranger, fait des déplacements, et sa femme, elle va accoucher toute seule à l'hôpital. Quand il rentre, il se retrouve avec une femme qui n'a plus de gosse, quoi. Puis après, pour le récupérer, une fois que les institutions l'ont pris en charge, ils vont trouver toutes sortes de prétextes pour dire que la gosse était à l'abandon. Et puis des fois, la mère, vous savez qu'à l'issue de l'accouchement, il y a parfois de la maladie, de la dépression, ça se passe mal. Enfin bref, bon, il y a toute une structure derrière qui prend le relais. Moi, j'ai vu une femme arriver à l'association, et ça faisait 15 ans qu'elle bataillait. Et quand elle a accouché, elle a fait une dépression. Donc elle s'est retrouvée pendant 2 ans en psychiatrie. Ouais. Et le bonhomme, dans la belle famille, ils ont récupéré le gosse, et elle passait d'avocat en avocat, et quand elle est venue me voir, ça faisait 15 ans qu'elle ne voyait plus sa gamine. Et quand elle allait au portail où était sa gamine, on lui disait, il y a la folle qui arrive. Ouais. Vous vous rendez compte? La personne que vous avez en face de vous, bon, elle n'a rien de folle, quoi. Hein. C'est... Voilà. Tout ça parce que les avocats l'ont promené pendant 15 ans. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, vous lui dites, après, il faut essayer d'utiliser les réseaux sociaux pour renouer un lien. Voilà, c'est fini, la justice. Quand la gamine a 15 ans, c'est mort. Elle ne connaît pas sa mère. C'est bon. Vous voyez, c'est pour vous dire que l'hôpital, au départ, tout seul, parfois, ça finit mal, quoi. Voilà. Et dans les cas comme ça, alors le père, je ne l'ai pas connu, hein, moi je n'ai connu que la mère. Hein, bon. Mais le père, dans un cas comme ça, soit il y avait la belle famille qui a voulu récupérer le gosse, il a laissé faire, et puis voilà. C'est vrai qu'il y a des grands-parents, des fois, qui disent « Ah ben oui, je récupère le gamin, la mère est inapte », mais la mère, dans les cas comme ça, une fois qu'elle n'a plus de contact, une fois qu'il y a des institutions qui sont passées, qui ont dit les dépressives, les folles, pour récupérer le truc derrière, vous voyez, c'est pas les avocats qui vont aider. Les avocats, ils vont tirer le fric, et puis ça se résume à ça. Et derrière, c'est des familles, des gens qui se sont battus pendant 15 ans, qui pendant 15 ans ont payé des avocats. Pour rien. Donc l'état d'affaires, il y en a comme ça. Il faut faire attention avec au moment de l'accouchement, c'est des périodes souvent critiques pour les placements d'enfants. Après, il y a aussi, bon, je vais prendre ici parce qu'il y avait Catherine, bon, je ne sais pas si elle est là ou elle dort encore, bon, peut-être, bon. Mais ça ne gêne pas de médiatiser son truc. Hein. Donc c'est pour ça que je parle des gens, quand je parle des personnes, que je les nomme, c'est que je sais qu'elles sont d'accord pour médiatiser leurs affaires. Hein. Je m'entends bien, les gens qui ne veulent pas parler de leurs affaires, qui veulent garder ça sous le secret, on conserve le secret dans l'association. Bon, voilà. Mais Catherine, elle s'est retrouvée dans une situation étrangère, qui vient voir sa mère en France, vous voyez, des parents bien installés. Hein, au départ, bon, moi, c'est venu les questions comme ça, hein, mais
le problème d'une étrangère qui débarque en France, qui va voir les institutions, c'est un peu comme les Africaines qui débarquent en France, qui se disent « Ouais, je vais débarquer en France avec mon gros ventre, je vais avoir les droits du pays, les papiers. » Et puis derrière, la plupart, si elles sont toutes seules, qu'il n'y a personne derrière, elles se font enlever leurs gosses. Et derrière, il y en a qui ne comprennent pas. Le temps qu'elles comprennent, le gosse, il finit ou à l'adoption, ou on ne sait plus où il est passé, ou enfin bref. Et donc des mères comme Catherine, qui arrive à un fort accent étranger, bon, maintenant, elle maîtrise beaucoup mieux le français, mais il y a 3-4 ans en arrière, on avait du mal à la comprendre. Vous arrivez dans un hôpital comme ça, ou dans les institutions comme la PMI, et vous baragouinez à moitié français, à moitié espagnol, vous êtes enceinte, vous n'avez pas de conjoint parce que le conjoint il est resté au Pérou, ou bon, et vous ne dites pas que derrière vous avez de la famille présente, etc. Derrière, vous êtes le passeport pour la personne à qui on va récupérer le gosse. Et c'est ce qui s'est passé. Donc après, bon, on va dire que ça s'est pas trop mal arrangé pour elle parce qu'on a réussi à faire tiers de confiance. Et en ayant eu l'information, c'est les grands-parents qui ont récupéré l'enfant. Parce qu'ils sont installés en France, parce qu'ils ont un domicile en France, ils ont une retraite française. Donc ce n'est pas des gens qui vont repartir au Pérou, comprenez? Parce que la France, elle a peur qu'il y ait des enlèvements parentaux. Et puis les gens qui sont nés en France, on veut les garder en France. On cherche à repeupler en France. Vous savez qu'on est en décroissance démographique, bientôt. Voilà, parce il va y avoir plus de morts que de naissances. Hein. Nous, on fait partie Moi, je fais partie du second baby-boom, parce que le baby-boom d'après-guerre de 1945, où les gens ils sont tous en train de casser la pipe. Moi, je suis du baby-boom d'après de 1954, classe pleine. Donc, il y a des périodes comme ça en France où les gens ils ont fait beaucoup de gosses pour des tas de raisons. À la Libération, les gens ils se sont privés, il n'y a plus de bonhommes, bref. Bon. Et donc, il y a tout l'espoir qui repart. Bon. Et donc, les gens, ils refont des enfants. Puis, et 1954, c'était la période où il y avait les guerres avec l'Algérie, et donc les gens, ils n'avaient pas envie de partir à la guerre. Enfin bref, donc il y a eu des soutiens aux familles. Et donc c'est une période où il y a eu beaucoup de gosses aussi. Bref. Donc tout ça, ça fait à certaines périodes beaucoup de gens qui vont décéder. Et dans la société, il y a des gens qui remplacent, des gens qui font des enfants. Alors souvent, ici, il y a beaucoup de mères jeunes donc, qui comprennent la chose. Et donc, il faut savoir que dans une société aujourd'hui, les gens, quand ils vont vous parler de trop d'enfants, faut savoir que tous les pays développés, on prenne la pente de la décroissance démographique. Les premiers, ça a été le Japon. Depuis 2010, ils perdent un nombre d'habitants, population. C'est-à-dire la population vieillit de plus en plus. Et bon, s'il n'y a plus d'enfants, c'est vite fait, hein, génération. Les Chinois, ils ont fait l'enfant unique en 1979. Les perspectives de la Chine, c'est qu'avec les conséquences de l'enfant unique de 1979, ils vont passer de 1,4 milliard à 600 millions d'habitants. C'est les projections mathématiques. Donc ils essayent d'inverser la tendance, mais une fois que les familles se sont habituées à avoir un gosse, que c'est le confort, parce qu'on a les loisirs, la société fonctionne bien, les gens ils disent on a un gosse à 2, ça suffit. Vous voyez? Mais un gosse à 2, à la génération suivante, ça fait la moitié de la population. Après, vous ne pouvez plus payer les vieux, c'est décroissance économique, et décroissance économique, les banques, elles n'aiment pas. Hein. Bon, la société aujourd'hui, elle fonctionne avec l'argent qu'ils font sur le dos de tout le monde. C'est-à-dire, quand vous faites un emprunt, on vous prend 10% dessus, c'est plus que la moitié de la population, ça fait la moitié des revenus pour les banques, pour la finance, et pour tout le reste. Vous imaginez les biens immobiliers, s'il y a la moitié des biens immobiliers qui se vident, imaginez le prix des biens immobiliers qui servent de garantie de fonds aux banques. Vous voyez, le prix de l'immobilier va s'effondrer. Alors bien sûr, c'est l'intérêt de tout le monde, mais ce n'est pas l'intérêt de nos financiers. Donc il faut à tout prix maintenir le niveau de population minimum pour que l'économie continue de tourner, parce qu'il y a des tas d'intérêts derrière. Vous voyez, donc en fait, il faut voir que vous êtes dans un ensemble de choses. Voilà. Donc tout est imbriqué dans la société. C'est pour ça que de s'intéresser au fonctionnement des institutions, ou même s'intéresser aussi aux problèmes financiers, c'est aussi important. Voilà. Parce que derrière un enfant, il y a souvent un intérêt financier. Bref, bon, je vais continuer. Donc, on a vu le médical. Bon, après, il y a les problèmes des services sociaux. Donc, les services sociaux, c'est aussi une source de placement. Alors, les gens, moi je dis c'est très bien, c'est le social, hein, ça je ne discute pas.
il y a besoin. Il y a des familles en difficulté, problème de logement, bon bref. Mais le problème, il y a des dérives. C'est-à-dire que les gens, ils ont... je prends le cas de Jérémy, qui est un peu médiatisé, qu'on a suivi un peu l'affaire. Bon, je parle parce qu'il y a... Et bon, où il est passé même en vidéo avec Éric Boutarin, là, donc je suis sur la vidéo. Et donc, c'est des gens qui ont un troisième enfant à un moment donné, qui ont un logement trop petit, et bon, ils vont voir les services sociaux. Ils voudraient avoir un logement plus grand. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font? Il y a quelqu'un qui va débarquer chez eux pour voir le logement qu'ils ont, quoi. Et puis, ils commencent à voir la vaisselle sale dans l'évier. Ça part de là. Et ça y est, là, on commence à remplacer tous leurs gosses, quoi. En compte, un enfant placé, je répète, coût moyen par mois, 9 000 €. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait payer à des gens comme ça une femme de ménage à temps plein. Vous voyez, l'absurdité du système. Ce n'est pas des parents maltraitants, c'est des parents qui sont peut-être un peu trop affectifs avec leurs gosses, qui se comportent peut-être un peu plus, on va dire, côté enfantin. Hein, parce que trop proche, trop joueur, on va dire, bon, voilà, c'est la société, c'est pas le cadre précis, voilà, c'est la famille, c'est bon. C'est sûr que, mais on comprend. Et puis les gosses dans des familles comme ça, ils sont heureux. Parce que je veux dire, c'est un peu plus la liberté. Les parents s'occupent beaucoup d'eux, mais trop, pour ces gens-là. Ouais, c'est bon. Et donc ils se retrouvent avec des gosses placés. Alors après, ça commence, les gens font des procédures, puis un jour ils commencent à chercher sur Internet les associations qui peuvent les aider. On leur demande s'ils ne veulent pas mettre des gosses à l'adoption. Vous voyez, jusqu'où ça va? C'est-à-dire, mais madame, monsieur, vous êtes un couple, hein, vous êtes débordé, le dernier, vous n'arriverez pas à gérer, enfin, voilà, ça va ce genre de pression, quoi. Donc les parents, ils s'accrochent, et puis il y a un monsieur qui commence à être un peu excédé, qui devient un peu plus violent, qui fait des menaces. Alors là, il se régale, là, hein, c'est là, boum, bam, bam, allez, quoi, bon, voilà. Et puis derrière, le couple, il finit par casser. Parce que c'est la faute à toi, t'as pas fait ci, t'as pas fait là, voilà. Oui, c'est bon. Donc ça, c'est pour vous dire, les services sociaux, il y a le bon, il y a le pour et le contre. Donc il faudrait que ces services sociaux, il y en a qui n'ont même pas conscience de ça. Bon, moi, je suis dedans, hein. Bon, vous voyez, je suis à l'UDAF, donc ça m'arrive de discuter avec des assistantes sociales, des aides. Tu veux prendre la parole 2 minutes, Youssef? Non. Si tu voulais que je réponde à une question? Non, mais vas-y, c'est bon. Moi, je ne suis pas contre le débat. Hein. Je reprendrai le... Non, je t'en prie, voilà. Continue. Bon. Vas-y, continue. Voilà. Donc, tu me dis si tu veux parler maintenant, un peu après. Non, je t'en prie. Bon, je continue alors. Oui, bien, bon. on continue. Voilà. Il t'a mis là, c'était pas pour rien. Bon. Donc, je continue les services sociaux. Donc, il y a les histoires de demande de logement. Et puis, vous vous retrouvez, par exemple, aussi dans des cadres de loyer impayés. C'est-à-dire des difficultés, à un moment donné, il y a un monsieur qui perd un boulot, madame perd un petit boulot. Bon. Et vous vous retrouvez avec des loyers impayés. Pareil, vous allez voir les services sociaux. Et là, vous vous retrouvez avec enquête sociale, tout le bazar. Et puis c'est là qu'ils commencent à dire que vous n'êtes plus capable de gérer, quoi. Et puis, on vous place les gosses. Comment? Maintenant, il y a le problème des passeports thermiques. Oui, bon, ça c'est... Je sais bien qu'il y a beaucoup de choses. Bon. Et donc, vous voyez, donc tout ça, il faut avoir conscience qu'à un moment donné, et donc les institutions, si on ne fait pas remonter ce genre de choses, mais moi, comme je dis, mais, vous voyez, il y a eu un exemple comme ça, vous voyez, qui est passé dans la presse, qui a défrayé la chronique. Il y a des gosses de 10 et 12 ans qui vivaient avec le père mort depuis 2 mois, parce qu'ils avaient peur d'être placés. Vous voyez, ça finit par savoir. Hein. Mais les gosses, ils allaient à l'école, et ça a duré 2 mois, l'histoire. Vous voyez, avec un macabé à la maison. Vous voyez, ça va très loin, hein, ce genre de truc. C'est-à-dire que la confiance dans les institutions, à un moment donné, nous, on a des parents qui arrivent, parce que les gosses, ils ont parlé de l'association, parce qu'ils en ont parlé entre eux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a, dans les séparations, la moyenne d'un couple, c'est 5 ans.
La moyenne des enfants qui voient leurs parents se séparer, c'est 8 ans. Donc, il ne faut pas penser que chacun est un cas particulier. Non, là, vous êtes tous dans le cas général. Hein. Vous n'êtes pas des exceptions. C'est pour ça qu'il devrait y avoir des millions. Ah, d'accord. Donc, il faut se le repasser. Non, c'est... Oui, donc pardonnez-moi. Donc je vais pas aller à l'encontre de ce que nous a présenté René, parce qu'il l'a bien fait, puis il connaît très bien. C'est juste que je connais... c'était juste pour rebondir sur 2 exemples comme ça. Donc comme il a expliqué, c'est... Donc ces placements et tout ça, comment ça arrive, ces dénonciations qui provoquent la chose. Il a cité des cas par exemple comme Jérémy et sa compagne. La pauvre, moi je l'ai entendu la maman. Hein. En fait, on lui a, dans ce cas-là particulier, il est parfaitement représentatif. Hein. C'est-à-dire que un signalement, chez elle, c'est trop petit, ils ont besoin d'avoir un plus de place, d'ailleurs parce qu'ils ont eu un nouvel enfant. Et il y a eu quelqu'un qui est venu, donc ça fait un signalement. Alors qu'il savait très bien, on suppose, on comprend la chose. Enfin, signalement, pourquoi je vous parle de ce cas-là précisément? Parce qu'elle me l'a dit, hein, la pauvre, mais ils sont équilibrés, ils sont comme vous et moi. Bon sang, ils lui ont enlevé son gosse à la naissance, quoi. Elle, et les autres aussi. Alors, quand elle vous dit ça, je dis, waouh, c'est stupéfiant. Tout ça pourquoi? Juste pour un signalement. Après, il y a des causes, comme vous a expliqué René, il y a le vieillissement des populations dans toute l'Europe. Et je vais rebondir sur un autre exemple qui est très représentatif. Il y a beaucoup de clandestins. On sait, une année, je ne sais plus, c'était 150 000 en Europe, mais c'est un minimum. Enfin bon, ça fait tous les 3 ans, tous les 4 ans, en cumulé, ça fait 1 million dans toute l'Europe. Mais en fait, c'est toute une question commerciale. C'est un intérêt, parce que les populations d'Europe vieillissent, c'est une réalité, parce que, comme il expliquait, les causes, on ne fait pas de gosses et tout ça. Mais en fait, il y en a qui réfléchissent d'un point de vue commercial. Parce que vous et moi, franchement, on ne va pas aller s'acheter des baskets à 200 €. OK ? Et d'abord, on n'a plus les moyens, ils le savent très bien, même si on a nos gosses qui en voudraient. Mais par contre, il y a des populations qui viennent et qui vont consommer. C'est un potentiel. Eux, ils calculent comme ça, après. Donc, il y a ces causes-là. Et je voulais aussi rebondir sur cette maman, parce que sur ce cas-là seulement, parce qu'il l'a évoqué. C'était une maman qui était à Paris et elle était enceinte et on lui a imposé le vaccin en maternité. Qu'on soit pour ou contre, la question n'est pas là. Mais c'est une maman enceinte, on lui impose le vaccin. Comme par hasard, comme certains médecins l'ont dit, elle déclenche un cancer pendant sa grossesse, le cancer du pancréas. Alors pour ceux qui connaissent un peu, malheureusement, cette saloperie de maladie, elle est rapide et fulgurante. Ça, en 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est réglé, quoi. Et ben c'est ce qui lui est arrivé. Alors nous, on a suivi ça de près parce que, en fait, sa frangine, sa sœur, elle était militante. Comme nous on la connaissait, elle avait milité pour des soutiens justement pour des enfants et tout ça. Et quand elle nous a cité le cas de sa sœur, elle dit voilà, ma sœur malheureusement j'avais dit de ne pas se faire vacciner, elle est enceinte, elle s'est faite vacciner, et là elle va vraiment très mal. Alors, on a vite compris la chose, elle s'est retrouvée à la maternité pendant quasiment toute sa grossesse. Déjà un peu avant sa grossesse c'était le cas, et même pas en maternité, pardonnez-moi, en maison de repos. En fait, parce que ça commence à aller mal, et puis en fait après jusqu'à qui voit son cancer. Et ben nous, on y est allés, moi personnellement, parce qu'ils étaient proches et qu'ils avaient déjà fait eux-mêmes enfin, la sœur avait déjà fait des actions, et on l'a vu, et je lui avais dit, attention, ta frangine, il faut que ta famille, vous l'entouriez au maximum, justement, son neveu à cette maman malade, il était étudiant déjà en droit, et puis il connaissait bien la comptabilité, c'était un peu son domaine. Je dis, vas-y vite, approche-les, va entourer la maman pour pas que les services sociaux, par signalement, la voient seule. Parce que dans ce cas-là, c'est là qu'ils interviennent. Et bien précisément, le jour où j'y étais moi-même dans la salle, dans la chambre de cette maman, qui était là, qui était consciente, mais en pleine souffrance, enceinte, avec la sœur, le service social. Non, le service social est arrivé après, mais je veux dire, les services médicaux, pardonnez-moi. Il y avait une sage-femme qui était sage-femme psychologue qui était très impliquée pour elle et qui était dans son travail d'aide, de soignante, pardon, on va chercher le terme de soignante. Lorsqu'elle a dit, et je suis sûr qu'elle était sincère, cette soignante, moi j'étais là, alors
Parce que comme vous avez présenté la chose, René, c'est une expérience. On voit comment ça marche. On voit les causes, on voit d'où ça vient, on voit comment ça se prépare. Si au départ, on croit que c'est bien, il y a une expérience de la vie qui nous montre que non. Il y a tout un système derrière qui se combine pour des signalements. Comment ça arrive, ces placements? Comme ça, pour des signalements, parce qu'en fait, il y a tout un marché qui marche derrière. Et bien, ce cas-là, il est précis, il est déterminant. Donc déjà, elle se fait vacciner, on l'a imposé à se vacciner. Après, qu'on soit pour ou contre, il y a ce cas-là. Elle tombe malade. Moi, je suis là, à ce moment-là, dans la salle elle était consciente. Il y avait et cette psychologue, docteur psychologue clinicienne, elle lui dit, bah, tiens, justement, alors écoutez bien la formule, hein. Et je vous le dis, je vous le répète, je suis sûr et certain, j'avais discuté avec cette psychologue, je suis sûr qu'elle était sincère, c'est-à-dire dans un esprit de rendre service. Elle lui dit, Carole, paix à son âme, elle s'appelait Carole. Voilà, rien que penser à elle était géniale. Elle lui dit, Madame telle, il y a deux assistantes sociales qui voudraient vous voir. Pas une, deux. Il y a deux assistantes qui devraient vous voir et il faudrait que vous preniez rendez-vous. J'ai tout de suite intervenu, alors que moi, j'aime bien me taire et me mettre derrière, même si là, je viens prendre la parole devant vous, parce qu'on a de l'expérience, on voit, et puis rien que d'y penser, franchement, ça me rend malade. Alors, ce cas précis, elle lui dit, Madame telle, donc voilà, il y a deux assistantes sociales, il faudrait aussi y aller. Alors qu'elle était dans son lit, avec des fils de partout et tout. Même moi, je l'avais aidé à se redresser pour qu'elle puisse manger. Bonjour Pierre, si je t'assure. Et puis, il y a un petit bonhomme à côté de moi, c'est pour ça que je dis Pierre. Donc, elle lui a bien dit, oui, mais madame, telle, il faut prendre rendez-vous avec les assistantes sociales, il faut que vous les voyez. Donc, je voyais bien qu'il y avait comme une pression, ça venait sûrement pas de sa psychologue, mais elle a insisté. Tout de suite, je suis intervenu. Écoutez bien ce que je dis. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est une expérience. J'ai soutenu des mamans, on leur a enlevé leurs gosses à la naissance. Enfin, elles me l'ont dit après. Elles ne les ont plus jamais revus. Il y avait une prof comme ça à Grenoble. Hein? Elle n'a jamais revu sa gosse. Ils l'ont enlevée parce qu'elle est venue accoucher à Grenoble. Quand elle allait accoucher, elle savait que les services de là-bas, de l'hôpital, ils savaient qu'elle est toute seule. C'est le petit Pierre qui a pris un petit sachet de chips. C'est pour ça que je souris. Donc voilà. On savait tout ça. Alors, quand elle lui a dit, Madame, il faut que vous preniez rendez-vous avec les deux assistantes sociales, j'ai tout de suite intervenu. Alors que ça ne me concerne pas, je ne suis pas de la famille, j'ai rien à voir, je suis innocent, je ne suis pas concerné, je n'ai même pas à m'en mêler normalement. Ça a été immédiat. J'ai dit, il en est hors de question. J'ai dit, Madame, elle est là, elle est présente, elle a sa sœur, elle a son neveu qui est juriste, même comptable, donc il est parfaitement capable de traiter cette question administrative. Et dans tous les cas, vous voyez dans son état-là, il est hors de question de lui mettre une pression quelconque. Je dis, alors comment, il y a un terme juridique, j'étais obligé de le dire ça pour les stopper net. Et le terme juridique que j'ai employé, c'est de l'acharnement. J'ai été direct, j'ai dit c'est de l'acharnement, j'ai dit c'est de l'acharnement, si elle n'est pas en situation pour supporter ça, je lui dis vous êtes pénalement responsable. Et quand j'ai dit ça, ils ont vu d'abord qu'il ne fallait pas insister, pas parce que, et je vous le dis, je le répète, je suis sûr que cette psychologue n'était pas dans une mauvaise intention. Eh bien, il n'y a plus de ce problème-là, ces instances sociales, elles sont restées loin. Et parce que je l'ai dit, son neveu, il est juriste, j'ai dit, la famille s'occupe et ce n'est pas le moment. Vous êtes pénalement responsable. Donc, voilà pour ce que j'avais à dire, mais c'est un exemple concret qui m'a beaucoup touché, beaucoup peiné, mais je vous le dis encore et je vous le répète, des cas comme ça, il y en a, mais énormément. Et René vous a expliqué aussi cette histoire des avocats. Ce n'est pas forcément des mauvaises personnes, mais ils sont arrivistes. Hein. Vous savez, quand un avocat, un couple qui va se séparer, ils vont voir madame, c'est des cas comme ça, madame a les moyens, par exemple. Madame, on a vu un cas comme ça, où c'était tous les deux des ingénieurs. Ils se séparent, en plus en bon accord, parce qu'ils veulent se séparer. Alors, elle est ingénieure, lui, il est ingénieur. Ils ont une maison de je ne sais pas combien. Il y a deux avocats qui arrivent. Ils disent, bon sang, là, si je fais durer la procédure, on a pour quelques années de salaire. Et je vous assure que c'est comme ça qu'ils payent. On a un ami, lui, il avait son héritage, il n'était pas très... si, même Pierre, par exemple. Combien il a mis 120 000 euros, je crois, d'avocat. Et il n'a jamais eu ses gosses. Bon, il a eu un héritage des moyens. Vous voyez comment ils peuvent être vus. C'est pas moi le type fauché, quand j'arrive devant un avocat, que j'ai besoin d'aide juridictionnelle, qui vont faire traîner la procédure. Vous voyez comment le système peut marcher, vous voyez comment ça peut
comment ça perdure. Donc voilà, donc, et puis c'est juste que moi ce qui me peinait, c'était pour vous dire comment ça... C'est pas forcément dans l'intention de faire du mal aux gens, des populations, mais il faut qu'on voit qu'en face de nous, on n'a pas forcément des gens en pâte qui veulent nous faire du bien. Il y a des intérêts, et ces intérêts, ben, ils prennent le dessus. Et c'est un peu ça que... C'est un peu pour ça que je vais continuer à... Oui, vas-y, s'il te plaît. Attends, il ne veut pas partir. Et accrocher. C'est un peu pour ça que, je veux dire, nos institutions, il faut aussi être... ne pas négliger d'intervenir de partout. Et donc, je voulais invoquer aussi l'autre aspect de se dire pourquoi ça... Tu veux voir le micro ? Non, tu l'as déconnecté. Ah d'accord, ok. J'ai touché le bouton qu'il ne fallait pas. Je te le laisse manipuler. Voilà. On n'arrête pas le progrès. Mets-le parce que... Mais il ne faut pas l'arrêter. Parce que je vais encore appuyer sur... C'est le direct. C'est le problème du direct. Bon, on repart. Ouais. Parce que bon, je veux dire, les personnes pourraient se dire, un placement, oui, c'est provisoire, j'ai des difficultés, je suis au chômage. Bon, je vous prends le cas de Jean-Luc Laporte, parce qu'il est public aussi sur les réseaux sociaux. Bon, vous avez dû le voir dans mes contacts sur Facebook, pour certains. Bon, bref. Il est du côté des Landes. Il y a Hélène Lombard qui le connaît, qui était par là. Bon, je ne sais plus où elle est. Bon. Et donc, vous voyez, Jean-Luc Laporte, c'est pareil. C'était un gars, ils sont en couple. Hein. Ils ont 3 enfants. Ils se retrouvent à un moment donné au chômage. Derrière, signalement de l'école. Alors, il suffit, quand vous êtes au chômage, souvent, il y a un peu de déprime, de trucs, machin. Les gosses, il suffit qu'ils arrivent un peu sales à l'école. Alors, on leur enlève les gosses. Je crois c'est des gosses qui avaient entre 2 ans et 5 ans. Placés dans les Landes. L'As des Landes. Bon. Ça, c'était 2000... moi, je l'ai connu en 2010. Alors, Jean-Luc Laporte, il est venu vers moi... qu'à un moment donné, c'est Sarkozy, il a fait un peu quelque chose de bien, ça arrive, hein, c'est bon. Et le truc qu'il a fait de bien, c'est qu'il a dit aux institutions, ah oui, mais même les parents, s'ils ont 0 à payer, ils doivent recevoir la facture. Donc ils ont reçu la facture de la sécurité sociale, de leurs enfants placés. Alors là, ils se sont rendus compte que leurs 3 enfants étaient déclarés handicapés par l'As des Landes. Oui. Et donc, ils ont compris pourquoi l'As des Landes ne voulait pas leur rendre leurs gosses. Vu les sommes qu'il y avait sur les documents, c'était faramineux, quoi. Et donc bon, à cette époque-là, il m'avait communiqué tous ces documents de la Sécu que j'ai publiés avec son autorisation, qui sont toujours en ligne, hein, d'ailleurs. Bon. Et là, vous voyez l'ampleur de la chose, quoi. C'est-à-dire qu'on a enlevé des gosses à une famille parce qu'ils se retrouvaient en difficulté financière, et ces gens-là se rendent compte que leurs gosses, on dépense une fortune pour placer leurs gosses à l'As des Landes. Bon. Et donc, quand Jean-Luc se rend compte de ça, bon, ses enfants, ils ont une quinzaine d'années à cette époque-là. Hein. Bon, et donc, lui, il se pointe là-bas, évidemment, il fait son petit scandale, il comprend pourquoi il fait depuis tant d'années des tas de procédures et qu'il n'y a rien qui passe, quoi. Et donc, là-bas, évidemment, on porte plainte contre lui pour violence. Alors bon, j'étais pas là, hein, mais bon... Il s'est retrouvé en prison, vous voyez, à la prison de Pau, là-bas, condamné à 4 mois de tôle pour avoir agressé le responsable de l'As des Landes. Alors bon, il n'y a rien dans les papiers, hein, c'est agression, quoi. Voilà, et donc bon, on a fait pression, ils l'ont sorti au bout de 2 mois. Mais bon, pour vous dire que des affaires comme ça, on a tout. Et puis vous savez qu'est-ce qu'ils lui ont donné comme avocat ? Alors je crois que c'est un nom de Dutin, un nom comme ça. Donc évidemment, on l'a balancé en ligne aussi, parce qu'il avait mené son enquête. C'était l'avocat du Conseil général. À l'aide juridictionnelle, on leur a donné l'avocat du Conseil général. C'est-à-dire l'avocat de la partie adverse. Vous savez que c'est le Conseil général qui s'occupe, le département, qui s'occupe du financement de ces institutions, comme l'AS. Bon. Donc il s'est retrouvé, et ça il a découvert après. Donc, on voit le truc, mais pourquoi il savait que c'était l'avocat du Conseil général ? Parce que le Conseil général avait des financiers, des transactions financières avec les banques, et qu'il retrouve sur Internet, les jugements où l'avocat en question qui lui ont donné, c'était l'avocat du Conseil général. Vous voyez, le gars il est défendu par l'avocat de la partie adverse. Vous voyez, c'est bien, quoi.
voyez, le genre de système. Donc on verrouille tout comme ça. Voilà. Et donc Jean-Luc Laporte, c'est quand même quelqu'un que, bon, on se dit, c'est des gens qui sont un petit niveau ouvrier, quoi, voilà, mais quand on voit tout le dossier qu'il est arrivé à rassembler avec les histoires où ils sont battus, alors bon, c'est sûr que dans cette famille, il y a eu des hauts et des bas, parce que dépression, bon, par moments un peu alcoolisme, il s'est remonté, enfin bref, bon. Mais aujourd'hui, les enfants, ils en sont à garder les petits-enfants de leurs enfants. Parce qu'ils ont, leurs enfants, ils ont dans les 25 ans, hein, un peu plus maintenant. Bon, je parle de 2010, vous voyez, le temps a passé, quoi. Hein. Bon. Mais il est toujours dans le combat, parce qu'il a un vécu qu'il n'a jamais supporté ça. Mais bon, pour eux, ça s'est bien terminé, ils sont toujours en couple. Ils gardent les enfants de leurs enfants. Vous voyez, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas trop mal tourné, parce que quand ils sont sortis de l'AS à 18 ans, les parents, ils étaient estomaqués de voir qu'ils fumaient, ils parlaient mal, voilà, quoi, ils avaient l'impression de récupérer des délinquants. Et à 18 ans, ils n'avaient rien. C'est-à-dire, on les débarque chez les parents, voilà, c'est... Vous voyez, le genre de situation, quoi. C'est bon. Ils sont plus rentables, donc là, ils sont sortis du système. Tout ça pour vous montrer que les trucs peuvent perdurer très longtemps. Vous voyez, les gens, ils perdent leur gosse, ils ont 3 ans, ils les récupèrent à 18 ans. Parce que les gens, ils sont mal défendus, parce qu'il y a des intérêts. Un gosse placé, dans ces cas-là, il est placé comme handicapé. Hein, les gosses comme, vous voyez, alors que c'est leurs gosses, ils ne sont pas du tout handicapés. Déclaré handicapé, la sécurité sociale paye un handicapé. Tu peux annoncer les budgets, par exemple? Oh ben ça va jusqu'à l'ordre de 20 ou 25 000 euros, suivant le type de handicap. Quand on est malade, c'est entre 7 000 et 8 000 euros. Dès qu'il est déclaré malade, handicapé, ça passe à plus de 25 000 euros par mois. Oui, c'est ça. Par mois. C'est ça. Ben oui, parce que là-dedans, il y a... Là, vous comprenez bien que c'est l'argent. Un enfant représente de l'argent. Point barre. Voilà. Donc, il faut savoir que dans ces institutions, il y a des psychiatres, des pédiatres qui interviennent, il y a des éducateurs. Tous ces gens-là, ils travaillent, vous voyez, ils travaillent souvent hors horaire, parce que bon, il faut encadrer des gosses, quoi. Mais malheureusement, quand on sait les résultats de ce qui se passe dans ces foyers, parce qu'on va dire des choses comme ça, c'est un désastre, quoi. Vous voyez, à un moment donné, il y a une parlementaire qui est intervenue parce qu'il y avait les émeutes des banlieues, il y avait cramé des bagnoles il n'y a pas très longtemps. Hein, bon, donc ça chauffait un petit peu, quoi. Rousseau. Comment ? Elle s'appelle Rousseau. Oui, Rousseau, bon, la députée. Et donc, elle parce que les députés, on avait un ministre de l'Intérieur, je crois, qui disait « Oui, on va culpabiliser les maires, on va leur supprimer les allocations familiales, on va mettre des peines de prison ». Et donc, il y a une députée qui s'est élevée, qui a dit « Mais vous savez que l'État n'est pas le meilleur exemple de parent. L'État, il y a les 2/3 des enfants qui sortent des institutions comme délinquants, comme sur le trottoir, voilà. Donc, comme drogués. Et donc, à un moment donné, je pense qu'à l'Assemblée nationale, ça a dû se dire « Mince, les gens, ils sortent de l'AS, qui doit être le secours pour les parents en difficulté, et les gosses, ils sortent... voilà. Bon, moi, je connais des tas d'histoires, hein, les gosses qui font le mur la nuit, qui sautent le mur et se cassent le bras parce qu'évidemment, ils sont mal réceptionnés, qui fument le shit, parce que là-dedans, il y a tout qui circule, il y a les agressions, il y a les caïds qui vont... qui font la loi, moi, j'ai connu un jeune comme ça, suite à une séparation, la mère était à Versailles, dont le fils, il avait 14 ans et demi, il a voulu aller rejoindre son père qui était à Menton, là-bas, parce qu'il était passé d'un gala, et donc il s'est dit... bon, évidemment, ils l'ont placé par ces règlements de compte dans les familles, quoi. Donc il était avec la mère là-bas à Versailles, mais comme c'était le porté-craché de son père, c'était un artiste, quoi. Donc il a voulu à tout prix rejoindre son père, il a fugué, il est parti là-bas. Mais bon, les autres, ils ont compris tout de suite, quoi. Ils ont débarqué là-bas à Menton, ils ont embarqué le père, le fils, ils l'ont replacé à Grenoble dans un foyer, quoi. Le gars, il est arrivé là-bas de famille, je dirais aisée, quoi. Hein, voilà, c'est bon. Et le gars, il arrive là-bas avec son ordinateur, ses habits, il s'est fait dépouiller de tout, quoi. Hein. Bon, il s'est retrouvé, bon. Alors bon, moi, je l'ai revu un peu par la suite, mais donc le père, il s'est retrouvé en tôle, il s'est retrouvé condamné à 4 mois de tôle pour enlèvement parental, quoi. Alors que bon, tout ce qu'il avait fait, c'est qu'il n'avait pas dénoncé son fils parce qu'il était venu le rejoindre, quoi. Vous voyez, les institutions, c'est ça, en permanence. Et là-dedans, tout le monde fait son fric.
Voilà. Donc au final, quand il a eu 15 ans et demi, il s'est barré en Italie avec son père parce qu'il avait des origines italiennes. Et donc ça s'est terminé un peu comme ça, quoi. Je veux dire, on quitte les institutions françaises, on se cache en attendant la majorité, et puis bon, voilà. Bon, bref. Mais vous voyez, on est devenu un système complètement, je dirais absurde. Et bon, alors tout ça, pourquoi ça dure? Ben parce que on a un système de justice qui fonctionne pas. Là-dedans, on parlait de 1000 grammes hier. Il y a des tas de gens qui obéissent à un système. Ils ont découpé les tâches. Vous voyez, c'est-à-dire que le juge, il va juger avec un papier qu'on va lui donner, déclaration des services sociaux, qui met eux-mêmes les services sociaux vont avoir une déclaration de l'école. Vous voyez, donc chacun a fait son petit bout, mais personne ne sait la suite, quoi. Personne ne sait ce qui se passe. Même dans les familles, on enlève le gosse. Mais on ne va pas dire aux autres de la famille, vous ne voulez pas vous occuper de l'enfant, là, il y a des difficultés, les parents ont eu un accident de la route, ils sont à l'hôpital. Alors qu'il y a une loi pour ça, en fait. Bien sûr, il y a la loi, c'est la priorité, c'est à la famille, c'est tiers de confiance, comme on appelle. C'est d'autant moins compréhensible qu'il manque de familles d'accueil et de places en foyer. Ah mais oui, mais encore une fois, en moyenne, un enfant placé, c'est 9 000 € par mois. Alors, j'ai quelque chose à dire, si tu permets. Vas-y. Il faut comprendre que l'argent du département sert à financer, par le biais des associations qui appartiennent aux services sociaux, de l'immobilier qui s'appelle des foyers. Je vous demande dans chacun de vos départements de regarder à qui appartient l'immobilier des foyers financés par le département. Quand vous allez découvrir que ce sont souvent des associations qui appartiennent aux services sociaux, vous aurez tout compris. C'est du détournement d'argent public avec en plus des conflits d'intérêts en permanence et dans tous les départements de France. Voilà, donc c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début. Vous voyez, il y a un rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est l'organisme qui est au sommet de l'État pour vérifier les dépenses publiques. Les dépenses publiques, c'est vos impôts. Et qui a trouvé anormal qu'un enfant placé coûte 9 000 € par mois, en moyenne. Vous voyez, pour un enfant placé, c'est une somme énorme. On se dit, mais comment c'est possible que dans la société, il n'y ait pas des solutions moins onéreuses, alors qu'elles existent? Vous voyez, vous trouveriez dans l'entourage familial un parent, vous lui direz, on vous donne 1 000 € par mois pour vous occuper temporairement de l'enfant de votre frère, de votre cousin ou de votre sœur. Je suis sûr qu'il y a des tas de personnes qui le feraient. Vous voyez, mais la plupart du temps, même si une personne qu'on arrive à informer, par exemple, par le contact de nos associations ou autres, qu'on lui dit, mais il y a la solution tiers de confiance. Donc, nous, on le dit, on explique aux gens comment il faut faire, puis ils vont voir l'avocat, le gars, oh non, mais vous demandez juste des droits de visite, et puis on se retrouve avec 1 heure par mois. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc le gosse, il est placé en foyer la plupart du temps, et les grands-parents qui ont par exemple demandé, ils ont 1 heure par mois pour le voir, et souvent dans un point rencontre. C'est-à-dire qu'on surveille tout ce qui va être dit, il y a des personnes qui ont un encadrement qui est là. Vous vous rendez compte le lien affectif de l'enfant dans des situations comme ça? C'est alors qu'il sait qu'il a de la famille autour de lui, et qu'on le prive de sa famille, le gosse, il va avoir quoi? Il va avoir l'impression qu'il a été abandonné. Donc un gamin comme ça, qui n'a pas de réflexion, il va se retrouver parachuté dans la vie, c'est pour ça qu'il peut finir, comme on dit, sur le trottoir, SDF, parce qu'il se dit ma famille m'a abandonné, tout le monde m'a abandonné, la société m'a trahi. Vous voyez, ça fait des déprimés à vie pour une situation comme ça. C'est ce que je veux dire aussi. Vous voyez, donc ça, c'est des choses qui sont dans la société. Il ne faut pas voir que son cas particulier, il faut voir les désastres que ça crée derrière. Voilà. Et tout ça parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas lâcher leur lobby. Il y a des gens qui, vous voyez, dans ces foyers, comme on dit, il y a éducateurs, psychiatres. Là-dedans, il y en a qui n'en ont rien à faire. Ils vont émarger comme psychiatres dans un foyer comme ça. Bon, on va leur dire, oui, vous mettez tant d'heures, tant de personnes, mais bon, ils n'ont pas forcément vu les personnes. Et ils les ont même, certains, jamais vues. Qui va vérifier? Il n'y a pas assez de contrôle. C'est comme ça qu'on arrive à des trucs où tout le monde profite là-dedans. Après, il y a peut-être des détournements de fonds au niveau politique. Ça passe par le département. Il y a des emplois fictifs. Vous voyez, un emploi fictif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne met jamais les pieds quelque part dans un emploi et qui est payé, mais qui peut servir pour la campagne électorale, pour d'autres
d'autres aides à... Vous voyez, vous avez entendu parler des emplois fictifs des députés qui sont soi-disant... ou des parlementaires qui ont des assistantes parlementaires qui sont soi-disant à la Cour européenne et qui en fait font la propagande politique à Paris pour leurs députés, pour les élections, etc. Vous voyez, c'est ça les emplois fictifs. Ils servent toujours à quelque chose, à quelqu'un. Ils sont payés aux frais du contribuable. Voilà, bon. D'ailleurs, explique pourquoi l'enfant coûte autant d'argent par mois. Parce qu'ils ne savent pas forcément. Bon, là, le coût de l'enfant, j'ai déjà évoqué ça. C'est vrai que bon, la plupart des gens pensent au coût d'une famille d'accueil. Bon, c'est vrai qu'une famille d'accueil, bon, en général, il y a un coût. Mais ce n'est pas là qu'il est essentiel. Vous voyez, 9 000 € par mois, même si une famille d'accueil touche 2 000 €, bon, je ne sais pas les chiffres, la vérité là-dessus, mais bon. Et où passe le reste? Vous voyez, un gosse qui a temps plein dans une famille d'accueil, de 9 000 €, vous enlevez 2 000 €, ça fait quand même beaucoup d'argent. Vous voyez? Donc il y a des tas de, je dirais, d'auxiliaires qui sont là-dedans, qui sont des parasites de la société française, on peut appeler ça comme ça, qui par moment, soi-disant, interviennent, mais il y en a sûrement qu'il y a une partie qui a besoin. Mais cette partie, à un moment donné, c'est tellement incontrôlé que ça dérive. Et ça dérive parce que la population a lâché prise, parce que tout le monde en profite. Vous voyez, quand vous avez un salarié dans les institutions comme l'AS ou autre, le gars, il touche... Bon, l'année passée, on avait une personne qui s'appelait Vanessa, là, qui était là, qui a été cadre à l'AS. Hein. Bon, on les fait rentrer, ces gens-là, pour dire, oui, il faut améliorer un peu les choses. Puis quand ils commencent à voir l'ampleur des dérives, et qu'ils veulent en parler, on dit, non, mais là, on ne touche pas. Ah, ben là, on ne touche pas, ben là, il ne faut rien dire. Donc ça finit que la personne, ben, elle a préféré démissionner, et derrière, elle se retrouve avec toutes sortes de représailles, parce qu'elle est tellement scandaleuse. Comment ? Je parle de Vanessa, oui, je ne cite pas le reste, mais bon. Mais, vous voyez, elle est sur une des vidéos d'Éric aussi. Mais, vous voyez, donc, il y a des gens qui savent. Mais ces gens, quand vous avez un salaire bien payé et que vous dites, si je me retrouve au chômage, j'ai plus de boulot, parce que je vais parler, vous voyez, la pression qu'il y a sur la société, sur des salariés comme ça, où on leur dit, il y a la confidentialité, il y a... On est compte où on en est, quoi. On en est que, finalement, c'est une omerta qui est installée un peu partout. Et donc, on en arrive qu'il n'y a plus que les victimes qui vont oser parler, parce qu'elles n'ont plus rien à perdre, parce que ça fait des années qu'elles bataillent pour récupérer leurs enfants et qu'elles ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a des avocats qui essaient de défendre le monde des enfants, et ces avocats-là, on leur enlève leurs enfants. Oui, ben Non, je te le dis. Non, mais c'est vrai. Bon, il y a le cas d'Anglehan qui fait partie des avocats qui... Il n'y a pas que lui, hein. Je sais qu'il n'y a pas que lui. Mais, vous voyez, c'est... Donc, c'est les représailles, c'est à tous les niveaux. Alors bon, on peut penser que les histoires d'enfants, c'est les familles en difficulté. Mais vous voyez, Éric Boutarin, justement, il a fait un film là-dessus qui est de l'année passée et qui montre que ça touche tout milieu, y compris une avocate à un moment donné qui se retrouve avec son gosse placé. Alors quand on fouille un peu, on va peut-être comprendre que derrière, elle a dû dire quelque chose à un moment donné, ou elle ne s'est pas pliée à certaines choses, et la représailles, ça a été de lui placer son gosse. Comment ? Chaque année, pardon. Ouais. Chaque année, en fait, on dit que, et c'est officiel, chaque année, il y a de nouveaux placés, 150 000 placements abusifs en France. Chaque année, c'est des nouveaux. Mais ça se rajoute à ceux qui avaient l'année précédente et ceux d'avant. Parce qu'un gosse qui est placé, par exemple, dans sa première année, je peux vous garantir, et c'est même sûr, on voit toujours ça à 99% des cas, c'est qu'il va être placé jusqu'à ses 18 ans. Ok, donc le temps qu'il est placé, l'année suivante, il y en a d'autres, ainsi de suite, ça s'accumule. Je vais juste donner une petite précision importante, intéressante, parce qu'on ne sait pas forcément pourquoi quand on vous dit qu'un enfant coûte 6 000 € par mois. 9 000 €. 9 000, ça augmente, ça augmente. Avant, c'était... Donc on passe, pourquoi un enfant coûte 9 000, de placer coûte 9 000 € par mois quand il est sain, c'est-à-dire le pauvre... Quand il n'est pas malade, parce qu'un enfant qui est, par exemple, handicapé... C'est un chiffre moyen, ça aide. Voilà. Donc ça comprend tout. Voilà. Bref, pourquoi ça coûte ? En fait, c'est une question de décentralisation, c'est une question politique.
C'est-à-dire qu'avant, c'était l'État, pour faire simple, qui avait la gestion, on va dire, d'un enfant. On va dire, tiens, un enfant, il est orphelin, il faut le placer, d'accord? C'était l'État qui gérait ça. C'était le pupille de la nation. Voilà, par exemple, pour ce cas-là. Ouais. Mais après, il y a eu un changement, on appelle la décentralisation, c'est-à-dire pour que ce ne soit plus Paris qui gère ces questions-là de familiales, de placement, quoi, justement. Ça a été délégué au département. Donc forcément, le département, par exemple le président d'un département, il va demander à l'État, il va dire, bon, moi j'ai la gestion des enfants placés, je demande tant d'argent pour pouvoir payer les assistantes sociales, payer la nourriture des enfants, payer les éducateurs, payer les lieux où ils vont être accueillis, payer les factures que ça va coûter, et tout ça, et tout ce système-là. Et c'est pour ça qu'on évalue pour un enfant, parce que, et d'ailleurs ça a même été fixé, on avait des témoignages, je te rappelle Boris, que vous avez dit ça à Paris, il y avait, je crois que c'était le président du conseil départemental à ce moment de Loire-Atlantique Nantes, il avait dit clairement, il avait dit, mais pourquoi vous nous exigez, et c'était les assistantes sociales qui demandaient ça, pourquoi vous nous exigez 400 €, c'était il y a plus de 15 ans de ça, pourquoi vous nous demandez plus de 400 € par jour pour un enfant placé? Elle disait, elles sont payées par le conseil général, donc elle plaide pour son moulin. Elles ont dit secret médical, mais en fait, un enfant qui est placé, en fait, ça demande, donc, comme je vous ai dit, il faut payer les assistantes sociales, il faut payer les éducateurs, il faut payer les lieux où ils vont être les familles, mais ça ne va pas ça va pas dans les poches directement du gosse. Après, on suppose que ça paye des partis politiques, peut-être oui, mais ça ne va pas dans les poches du gosse ou de ses parents ou de la famille d'accueil. Hein. La famille d'accueil, elle est à 1000 ou 1500 € par mois, je ne sais pas, mais il reste beaucoup de milliers d'euros à côté. Voilà, tout ce que je voulais dire là, c'est pourquoi quand on vous dit qu'un enfant coûte 9000 € par mois, voilà la raison, c'est vos impôts. Voilà, c'est tout. Mais tu sais comment est utilisé le reste de l'argent? Vous réfléchissez ou pas? Qui c'est qui paye les visites médicales? Qui c'est qui paye les toubibs? Qui c'est qui paye les psys? Qui c'est qui paye les services sociaux? C'est ça. C'est ça le restant de l'argent. C'est ça. Il y a tout un business. C'est pour ça que je parlais du cas de Jean-Luc Laporte, quand on voyait qu'il est déclaré handicapé. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans les institutions et dans le milieu médical qui récupèrent une partie des factures. On va dire c'est des factures bidons, parce qu'un gosse, quand il n'est pas handicapé et que vous facturez des prestations et des soins, il y a quelqu'un qui récupère le revenu de ces prestations. Et voilà. Donc ça, c'est le parti du milieu médical qui est détourné. Mais ce que je voulais dire, donc ce système, il y a l'histoire du fric, bien sûr, mais il y a aussi l'histoire du système, de l'ensemble du système. Quand on a un système qui est hyper découpé, c'est-à-dire que la justice a son petit créneau, l'avocat, lui, là-dedans, il balance ses informations où il a intérêt à ce que ça dure. Donc ces informations, à un moment donné, le problème, c'est que, je veux dire, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, chacun a un petit bout de la situation. Ce petit bout, le juge voit sa fenêtre, l'avocat voit son intérêt, la famille, elle est là, elle essaie de passer une information qui, la plupart du temps, n'arrive pas jusqu'au juge, quoi. Les gens, ils vont dire, vous voyez, des personnes comme Catherine, elle avait ses parents qui étaient installés à Grenoble, qui étaient confortablement installés, qui pouvaient servir de tiers de confiance, etc. Mais ça a pris du temps, tout ça. Et avec les années, la situation perdure, et puis à la fin, les parents perdent confiance. Certains parents vont peut-être même abandonner parce qu'ils vont se dire moi je renonce, je me remets en ménage, je refais des enfants avec une autre personne, et eux, ils vont récupérer les gosses. Vous voyez, après les gosses, ils sont abandonnés, ils passent à l'adoption. Et ça, c'est un autre circuit. Un autre marché. Un autre marché. Voilà. Bon, donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que voulant réformer l'ASE, voulant réformer la justice, voulant réformer, c'est tout un ensemble qu'il faut changer. Je veux dire, à un moment donné, la justice, elle doit s'occuper des délinquants. Elle ne devrait pas s'occuper d'affaires familiales. Parce que les affaires familiales, c'est quoi? Je veux dire, c'est des gens qui sont en souci un peu de dépression. Ça peut être un système civil qui règle ça.